l'immortalité, qui n'en a jamais rêvé? Peut-être l'atteindrez-vous. En tout cas, pas en jouant à Immortalate, puisque quoi qu'il en soit, il y a un début de partie, un milieu de partie et une fin de partie. Immortalate, c'est un jeu Sorry We Are French, et en plus, c'est un jeu d'Emmanuel Beltrando. Ce qui fait que tu as les deux casquettes. Voilà. Tu te payes en tant qu'éditeur et tu te payes en tant qu'auteur. Ni l'un ni l'autre. Salut Manu, bienvenue à toi pour cette Trick-Track Télé d'explication d'Immortalate. Pour l'instant, peut-être qu'un jour, une petite partie. Oui. Et pour nous accompagner, ni l'autre que l'immortel de Trick-Track, Dr Mops. Salutations Dr Mops. Moi, je suis immortel parce que je lâche des immortels. Tu as l'âge des immortels de l'Académie française. L'Académie des jeux. Bien vu. Papa. Alors, c'est illustré par David. On va perdre du monde là. Ah, mais non, ça reste jeune, t'inquiète. C'est illustré par David Sidbon. Oui. En interne, hein, Emmanuel Beltrando en est l'auteur. Sorry We Are French, 3 à 6 joueurs à partir de 14 ans. 45 minutes en moyenne. Les premières parties sont un poil plus quand même. Parce que Ça dépend du nombre de joueurs. Si on commence les premières parties à 5-6, ce que je ne conseille pas, oui, ça va durer 1 heure. Ouais, c'est ça. Hein. Et puis avec du pétage de neurones, c'est quand même un jeu exigeant, on Par peut le dire contre, tout de suite. À 3 joueurs, une fois qu'on connaît le jeu, c'est 20 minutes. Hein. Ah, carrément? Ouais. Purée, j'aurais jamais cru qu'on pouvait descendre en dessous de la demi-heure. Non, on joue à 3 au bureau, on joue en 20 minutes. D'accord, ça marche. Je vais mettre ça dans le verre de Trick-Track en sachant que avant, c'est disponible. Oui. Ça coûte 33. et c'est distribué par Novalis. Tout à fait. Ça, on a tout dit pour savoir où est-ce que c'est dispo. Il y a même des protège-cartes qui vont avec. mais j'ai été super surpris parce que je me suis dit c'est une blague et en fait non, c'est pas une impression, c'est des protège-cartes Sorry We Are French. Oui. Tu les mets en quel non, c'est la question piège à dire. Tu les mets en quel niveau de qualitatif? Parce qu'en ce moment, les gens comparent les niveaux qualitatifs. C'est du 90 microns. Donc c'est le top. Du coup, ça fait de la réverb, ça, non 90 micros. Microns Pardon. Ok, elle est naze, celle-là. Allez, on la mettra. en a fait des très très bonnes qualités. Parce qu'en fait, à cette taille-là, c'est très dur à trouver. C'est à Dixit, etc. Et c'est toujours en rupture partout. Donc on a fait les nôtres comme ça au moins. Comme ça, Micron d'émission. Exactement. Micron d'émission. C'est de la blague locale. Voilà. Donc c'est un jeu de cartes et Tout à quasiment fait. uniquement de cartes. C'est un jeu, tu le disais dans le petit papotage de Sorry We Are French, si vous voulez en savoir un peu plus sur la boîte, pour les cartes principalement. Oui. Si vous comptez ne faire que une ou deux parties, non. Il vaut mieux pas tout de suite, ou alors aller y jouer en ludothèque, en café-jeu, etc. Exactement. Parce que c'est un jeu qui va demander 4-5 parties avant d'en tirer. C'est scientifique. Ouais. Exactement. La courbe d'apprentissage est assez compliquée, même si le jeu est très simple. Donc on le conseille vraiment si vous êtes accro aux jeux de cartes de façon générale, ça va vous correspondre. Enfin, il y a 9 chances sur 10. Par contre, si vous venez plutôt du jeu de société, que le jeu de cartes, c'est pas trop votre truc, et si vous avez plutôt tendance à faire une ou deux parties avant de passer au prochain jeu, passez votre chemin, ça sert à rien, parce que la première partie, c'est vraiment de l'apprentissage. Je vais jouer Phoenix ou Justice. On ne choisit pas. Ah bah punaise. Alors, comment se passe le jeu? Je vais vous expliquer ça au plus simple. Au début de la partie, chaque joueur va tirer au hasard un des 8 immortels. Ce personnage est secret. On ne le dévoile pas, on garde sur le côté. Paf. Sur le personnage est indiqué les conditions de victoire à la fin de la partie. Alors, je vais les montrer en gros plan, enfin en plus gros plan. Donc on n'a pas tous les mêmes conditions de victoire. Ah non, elles sont toutes différentes. Il y a des points de victoire standards dans le jeu qu'on peut avoir. Et ensuite, tous les immortels ont des conditions, des points de victoire différents. Est-ce que ça finit par se deviner facilement? C'est un début du jeu, tu verras. D'accord, ok. Donc mais nous sommes un immortel. Plus tu peux le deviner, mieux c'est de façon générale, parce que tu vas pouvoir empêcher les autres de marquer un maximum. Ça marche. Ok, le jeu est constitué de 48 cartes, qui sont ici. Ah, voilà. Alors, il y a 12 héros, qu'on reconnaît avec un petit bonhomme en bas à gauche. Donc les héros, il y en a 12, ils sont tous différents. Ok. Il y a 24 bâtiments, mais en fait, il y en a 12 en 2 exemplaires chacun. Ok. Bâtiments, héros. Donc les bâtiments sont en double, et 12 merveilles en un exemplaire de chaque. C'est un jeu supposé de civilisation. Ok. D'accord, donc on va recruter des héros, construire des bâtiments et fabriquer des merveilles. Ok. Il y a des illustrations, on dirait un petit. On sent l'influence de Brom. Ah, un petit peu, ouais. Et tu vois, Qui est une on parlera très, plus tard, très mais belle influence. il a un peu. Les héros qu'on va recruter dans la partie vont rester devant nous, ils servent que pour nous, ils sont balèzes, ils défoncent. Les bâtiments qu'on va avoir dans la partie, on va les mettre devant nous, ils servent pour nous et ils servent pour les autres joueurs éventuellement. Ils sont moins balèzes. Un peu moins balèzes, mais ils ont une autre façon de rapporter des points de victoire qu'on verra. Et les merveilles, une fois qu'on en a construit, on la met au milieu de la table, elle est disponible pour tout le monde. Elle ne nous appartient plus. Ok. Ok. Comment on joue? Alors au début de la partie, après avoir choisi chacun un immortel, on va mélanger gentiment toutes les cartes. Ok, hop. Je vais faire un petit mélange rapide avec mes petits doigts. Hop. C'est ce qu'on va voir là? Voilà, exactement. La partie va durer exactement 2 rondes. Ok, première ronde.
deuxième ronde. Après, c'est fini. D'accord. Ah ouais, bah dis donc. Et tout ce qui se passe dans une ronde est rappelé sur le plateau de jeu. Ok. Donc on peut voir qu'est-ce qui va se passer au début de la première ronde, le living draft. Alors le living draft, on va donner 5 cartes à 3 joueurs, à chaque joueur. Par exemple comme ça. Hop. Là. C'est un peu comme un draft, mais il y a une petite particularité. Donc tu choisis une carte, d'accord. Bon, évidemment, là, on va choisir un peu au hasard pour montrer. Voilà. On va la placer devant soi, face cachée, au premier emplacement, premier slot, qui est ici. Et on va passer le paquet au joueur suivant, mais il ne va pas le prendre. On le laisse au milieu pour l'instant. Avant de prendre le paquet suivant, on va choisir, on va faire 1, 2, 3. Et à 3, soit on va laisser la carte face cachée et on va gagner 5 pièces. 3 pièces, 2 pièces, 3 pièces, 2 pièces, selon l'ordre. Ou soit on va la jouer, on la retourne. Ça veut dire qu'elle va devenir de notre côté plus tard. Et éventuellement, ça a des bonus, on gagne les bonus. D'accord. La simultanéité est importante parce que sinon on pourrait choisir en fonction de ce que fait l'autre. Ah oui, d'accord. Très important, on va pouvoir jouer au maximum que 3 cartes sur les 5. C'est-à-dire que tu es obligé d'en laisser au moins 2 face cachée pour faire de l'argent. De toute manière, c'est une des seules sources d'argent du jeu. Il y en a d'autres, mais c'est la plus importante. Donc une fois qu'on a C'est pour ça que les 5 pièces sont en premier. C'est vache. C'est ça. Bah oui. C'est là où tu as le plus de choix. C'est logiquement, c'est censé être ton meilleur choix. Donc si tu le sacrifies, tu gagnes 5 pièces. C'est frustrant. Donc là, on met de l'argent dessus, l'argent que j'ai oublié de sortir, c'est pas grave. On met des pièces dessus, d'accord, pour ceux qui ont gardé le truc. On prend le paquet suivant et on recommence. Je prends les pièces. Et ainsi de suite. Et à la fin, on peut être par exemple dans cette situation-là. Ok. Hop, voilà. Où on a joué 3 cartes et on en a 2 qu'on n'a pas joué. Ok. Si sur la carte il y a marqué bonus, ça veut dire que c'est un petit bonus qu'on va gagner au moment où on la dévoile. D'accord. Et dans ce cas-là, le bonus, tu le mets sur la carte pour ne pas l'oublier. D'accord. Ok. Moi, j'ai gagné. Donc ça, c'est le living draft. Lorsque le living draft est fini, moi je gagne. Imaginons que toi, tu gagne du violet. es comme ça. J'ai le droit d'en gagner un. D'en faire gagner un autre joueur. Toi, par exemple. Par exemple. Pas lui. Donc, mais tu verras que le violet, c'est pas un avantage d'en avoir forcément. Donc on a fini ça. Toutes les cartes qui n'ont pas été jouées, hop, on les remet dans la pioche. D'accord. Elles pourront éventuellement être jouées plus tard. Et ensuite, on va mettre devant soi. Alors, imaginons j'ai un héros pour l'exemple. Hop, tiens, je te donne. Mon héros. Oui, je t'ai piqué ton héros. On va mettre les héros devant soi comme ça. Je t'ai dit que le violet. On va poser au-dessus les bâtiments si on en a. Et toutes les merveilles vont être mises au milieu de la table. Sachant que quand on joue une merveille, on a gagné un petit jeton merveille qui est là. On verra à la fin à quoi ils servent. D'accord. À partir de là, on va pouvoir commencer la deuxième phase, qui est la phase de royaume. Donc, on va choisir un joueur qui est le joueur avec le héros avec la valeur de combat, enfin la valeur stratégique la plus basse. Moi, j'ai 5, toi, tu as 4. Donc là, tu serais par exemple le premier joueur. Moi, j'en ai pas. Toi, tu n'en as pas, donc tu sais que c'est pas toi le premier joueur. Ah bon. D'accord. Donc là, tu es le premier joueur. J'en avais un, mais dans le premier tour, on va tourner, comme tu le vois avec les flèches, dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire pendant ton tour? Alors, tu vas pouvoir faire dans l'ordre que tu veux. Activer tes héros. Donc, s'ils ont des pouvoirs, c'est marqué avec action. Tu peux faire les actions. D'accord. Tu vas pouvoir faire les actions de tous tes bâtiments également. Donc, si tu as les bâtiments, donc là, dans ton exemple, toi, ça, c'était une merveille qui était partie au milieu. D'accord. Donc, tu vas pouvoir faire les actions de tes bâtiments aussi si tu veux. Petite astuce, tu vas pouvoir également faire l'action des bâtiments des autres joueurs. Alors, comment on fait pour Est-ce que ça veut dire que ça leur supprime à eux l'activation? Non. Tu les payes. Non, parce qu'en fait, quand tu actives, tu engages la carte pour se souvenir qu'elle est activée. D'accord. Si tu veux venir activer lui, tu es à 1 de distance, il va falloir que tu payes 1 à la banque. Tu payes une pièce à la banque, tu viens activer mon langage. Il est à 1, 2. Ouais, mais justement, j'y arrive, tu vas voir, c'est ça l'astuce. Tu l'actives, d'accord, donc tu ne pourras pas la réactiver, pour ça, on va la taper pour son. Et on met un point de culture dessus, parce que tu es venu utiliser le bâtiment, je gagne la culture. Chaque point de culture, c'est un point de victoire à la fin de la partie. C'est aussi l'avantage des bâtiments, c'est quand les voisins viennent. Et bien justement, ce que disait Mob, c'est pas mal. Imagine, on est à 4 ou 5, d'accord. Si tu veux utiliser un bâtiment qui a 1, 2, 3, 4 de distance, toi, éventuellement, tu vas devoir payer 4 pièces, ça fait cher. Mais imagine que tes voisins de droite n'ont pas de bâtiment. Tu peux aussi passer par la droite pour y aller, peut-être qu'il va coûter que 2 en passant par la droite. Puisqu'on ne compte que les bâtiments, comme si je me déplaçais. Voilà, on ne compte pas les joueurs, on compte que les bâtiments. Donc si 2 joueurs d'affilée n'ont pas de bâtiment et que tu vas aller chez le troisième, ça coûtera qu'un. D'accord, pas de souci. Donc ça, c'est le coût d'activation des bâtiments. Donc tu peux activer une seule fois un bâtiment adverse parce que ça l'engage. Je te coupe, on ne l'a pas précisé, mais à l'antenne, je pense que ça vaut le coup de le dire, puisque on n'a pas parlé de coût. Pour installer, c'est que c'est gratuit. Tout est gratuit. Quand je décide de jouer la carte, je la pose et puis je l'activerai plus tard. Tout à fait, tout est gratuit. Ok, d'accord.
Dernière chose que tu peux faire pendant ton tour, c'est activer une seule des merveilles présentes. Okay. Donc il y en a 2, 5 ou 10 au milieu de la table, tu en choisis une seule et tu le fais. D'accord. Sauf que bon, il y a une merveille par exemple qui dit maintenant vous pouvez activer 2 merveilles. Bon, il y a quelques cartes qui changent les règles du jeu. On va pas en parler là, mais voilà. C'est des jeux de cartes. Exactement. À effet. Donc du coup, pendant ton tour, tu gères ça comme tu veux. Une merveille, des bâtiments, tes héros, dans l'ordre que tu veux. L'ordre est bien sûr super important parce que tu vas pouvoir engranger des combos qui vont engranger des points de victoire. Et puis surtout, tu vas toujours faire en rapport à la façon dont tu vas scorer. Ça ne sert à rien d'aller chercher des points militaires si tu n'as pas de points militaires. Celle qui fait... Voilà. Okay. Dans le jeu, il y a 3 types de ressources basiques qui sont les points militaires qui sont rouges, les points de science qui sont bleus et les points de chaos qui sont violets. Okay. Vous êtes limité à 10 jetons de civilisation. Pas de chaque, total. D'accord. D'accord. Donc si tu as 7 KO, 2 bleus, tu n'as plus qu'une place par exemple. Ok, c'est très important parce que vous allez voir que ça peut gêner d'être bloqué justement en ressources. Pareil pour l'argent, on est limité à 10 pièces. Okay. Donc une fois que tu as fini ta phase de royaume, hop, on redresse tout ce que tu as tapé comme carte, les tiennes et les miennes, etc. Au suivant, je fais la même chose, phase de royaume. Mobs fait sa phase de royaume. C'est la phase qui est peut-être un petit peu la plus longue au début, parce qu'il faut que tu découvres toutes les cartes, que tu lises, que tu as. C'est la plus longue au début, parce que il faut connaître les cartes des autres. Et puis surtout, selon l'ordre que tu vas activer tout ça, ça change tout complètement. Donc du coup, il ne faut pas te planter. Si jamais vous mettez un joueur analysis paralysis à votre table, donnez-lui un chronomètre, d'accord? Ok. Une fois que tout le monde a fini sa phase de royaume, on passe dans la dernière phase, qui est la phase de suprématie. On va regarder quel joueur a le plus de jetons science, militaire. D'accord? En cas d'égalité, personne ne gagne. Si un joueur a le plus de jetons militaires que tout le monde, il va gagner un jeton de suprématie. Et ça vaut aussi des points de victoire? Ça est marqué de l'autre côté, ça vaudra 4 points de victoire à la fin. Ici. Le scoring est marqué sur la deuxième face. On va faire ensuite pareil pour la science. Le joueur qui a le plus de jetons science va gagner une suprématie. Il n'y a pas de suprématie KO. Elle peut arriver via une merveille. D'accord. D'ailleurs, elle est sur table, c'est Rituel des Ombres, qui dit pendant la phase de suprématie, le joueur majoritaire en KO gagne une suprématie. Ça, c'est un word effect, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de l'activer. Voilà, exactement. Une fois que le rituel des ombres est en jeu, ça devient chaotique. Qu'est-ce que je veux dire? Sinon, le chaos, j'ai vu qu'il permettait aussi d'activer des fois d'autres… alors le chaos, il est là pour faire chier de façon générale, mais tu vas comprendre avec les scorings. Tu peux donner un chaos que tu possèdes à un autre joueur, En fait, le problème, c'est qu'on te donne des points de chaos. Par exemple, chaque point de KO qu'on va te donner, c'est des points militaires que tu ne pourras pas avoir pour faire la suprématie. Oui, c'est vrai que ça prend des slots. Oui, ça prend des slots. Bien vu. Mais donc du coup, ça t'embête un petit peu. Ok, d'accord. Donc une fois qu'on a fait les suprématies, c'est fini. On tourne le petit plateau. Oh, la vache. Là, on va refaire un draft, mais simplement avec 4 cartes au lieu de 5. D'accord. Et on ne pourra en jouer que 2. Ce qui signifie que pendant la partie, au grand maximum, on ne pourra jouer que 5 cartes. C'est le principe du jeu, c'est la frustration. On a envie d'en jouer plein, mais 5. Mais vous verrez que 5, ça suffit largement parce que déjà, c'est une complexité. Parce qu'en fait, on a 5 cartes, plus les merveilles, plus les bâtiments. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, deuxième tour, on recommence avec un draft qu'on fait dans l'autre sens. D'accord? Ce sera aussi le sens de la phase de royaume qui se fera de l'autre côté. Ensuite, on refait une phase de royaume identique. Sauf que le joueur qui était le dernier joueur au premier tour devient le premier joueur. D'accord. Et donc, comme on tourne dans l'autre sens, celui qui avait commencé deviendra le dernier joueur. Le dernier. D'accord? Ensuite, on refait une suprématie. Normal. Fin de partie. Et là, je vais pouvoir vous expliquer tous les points de règle qui vous manquent parce que fin de partie, on va appeler un par un tous les immortels qui vont se dévoiler. Et donc, vous allez comprendre comment fonctionnent les scorings et comment… l'importance Donc, pour la caméra. Donc, il y a un ordre pour les appeler. Ça ne peut pas dans n'importe quel ordre. Le numéro 1, c'est Justice. Donc, Justice qui est là, elle a une règle particulière. C'est la seule qui peut se dévoiler quand elle veut pendant la partie. Lorsqu'elle se dévoile à n'importe quel moment de la partie, elle gagne tout de suite une suprématie. C'est un très bon groupe, ça. D'accord. Le scoring de Justice est très simple. Tout ce que tu as gagné comme Toutes les suprématies valent 8 au lieu de 4. Mais il y a un autre truc qui est important pour Justice. Elle peut se dévoiler à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce qu'elle gagne toutes les égalités. Imaginons pendant la première suprématie, j'avais 3 jetons militaires, tu en avais 3 aussi. En principe, personne ne gagne. Là, tu te dévoiles. Là, je me dévoile. Justice, donc je gagne la suprématie. C'est toi qui prends les 8 PV. C'est toi qui prends les 8 PV et l'autre il en perd 4 du coup, techniquement. Donc elle est super forte, super balèze, etc. Et on verra après qu'elle embête pour d'autres moyens, on verra avec Ganmi qu'elle embête aussi le départage à d'autres niveaux. C'était la numéro 1. Le numéro 2, c'est Tomorrow. Alors Tomorrow, il a une petite particularité. C'est qu'il a un œil au milieu du corps. Donc c'est un des 2 immortels du chaos. Donc il va faire un point de victoire par chaos
en jeu. Pas chez lui, en jeu, partout. D'accord. Et ensuite, au moment où il se dévoile, il va essayer de deviner qui sont tous les autres immortels à table. Sachant qu'il a droit à un joker. S'il devine tout le monde en ayant pris son joker, il gagnera 10 points de victoire. S'il devine tout le monde sans avoir pris son joker, il gagnera 15 points de victoire. C'est un petit peu les Bene Gesserit. C'est exactement ça. Il a été fait en pensant au Bene Gesserit d'entrée. La frustration totale de dire j'ai deviné qui t'es donc je gagne. À Dune, les Bene Gesserit, c'est mon truc préféré. Donc forcément, ça devait y être là. Voilà. Parle-en donc à Fan, je crois que c'est le truc qu'il déteste le plus. Voilà, donc oui, c'est les Bene Gesserit. Voilà. Donc c'est les Bene Gesserit. Donc il doit deviner qui est qui. Ok. C'est le premier immortel du chaos. Ensuite, on va avoir Galmi. Alors Galmi, c'est le gros immortel merveilleux. Lui, il va faire 2 points de victoire par jeton merveille en jeu. Donc à chaque fois que quelqu'un a joué une merveille, ça lui fera 2 points de victoire. Et il va se doubler son classement en merveille. On regarde, il y a un petit classement en merveille qui est là, qui dit que le ou les premiers font 8 points de victoire, le ou les deuxièmes font 4 points, le troisième fait 2 points. Donc si jamais il est premier au merveille, il fait 16 points. Imaginons qu'il y ait 2 joueurs avec 2 jetons merveille qui sont premiers. Ils font chacun 8 points. D'accord. S'il y a lui, il fait 16 points. Par contre, si dans les deux, il y a justice, il va dire... Je gagne les égalités. Je suis première, tu es deuxième. Donc justice décale lorsqu'elle est le classement des merveilles. Hein. Donc c'est un petit peu... faut faire attention à la miss. D'accord. Ça, c'était numéro 3. Numéro 4, à se dévoiler, Abilasha. C'est le deuxième et dernier immortel du chaos. Donc lui, il va faire pas 1, mais 2 points de victoire par jeton de chaos en jeu, n'importe où. Et un PV par pièce. Et ensuite, il va faire un point de victoire par pièce, donc maximum 10, parce qu'on est limité à 10 pièces. D'accord. Okay. Donc lui, forcément, eux, ils aiment distribuer du chaos à tout le monde, parce que ça leur fait des points de victoire. Les doigts, alors il y a des moyens en jeu de les supprimer. Pas beaucoup. Hein. Donc, voilà. Donc c'est le 4e immortel. Ensuite, il y a Narashima, hop, qui est là. Lui, il a une petite particularité, c'est qu'à la fin de la partie, au moment où il se dévoile, il va pouvoir détruire toutes les cartes qui sont devant lui s'il veut. D'accord. Chaque carte qui est détruite avec de la culture dessus, il va mettre de la culture sur son immortel. Donc la culture n'est ainsi pas perdue. Parce que si tu détruis un bâtiment avec de la culture, en principe, tu la perds. Donc on met la culture dessus. Donc déjà, il va sauvegarder sa culture. Et ensuite, il va compter le nombre de cartes qui ont été détruites dans toute la partie par tous les joueurs. Il va faire 2 points de victoire par carte détruite. Donc lui, quand il joue, il va essayer de mettre en jeu des merveilles et des bâtiments qui permettent aux autres joueurs de détruire de leurs bâtiments, leurs héros, pour gagner des bonus. Lui, il en profite à la fin. Lui, il en profite à la fin. En plus des siennes qui détruira tout Exactement. Et en plus, il va faire 2 points de victoire pour chaque héros légendaire en jeu. Donc on verra, c'est des cartes spéciales. Ouais, héros ou bâtiments d'ailleurs. Ensuite, on va avoir Phoenix qui est là. C'est l'immortelle de la science. Elle va scorer selon le nombre de points de science qu'elle a à la fin de la partie. 6 points, ça en a entre 1 et 3, 12 entre 4 et 6, et 7 points, 18 points, ça en a 7 ou plus. Donc pareil, si on lui a donné 4 points de chaos, imaginons, elle ne pourrait pas atteindre le dernier cap. Et surtout, elle va doubler ses points de culture. Donc en général, un Phoenix va jouer 1 ou 2 bâtiments très bien, des genres de bâtiments qui sont mieux pour les autres que pour soi. Et il va encourager les autres joueurs à y aller. Tu vois, parce que, imaginons, il y a 10 points de culture dessus, ben ça va faire 20 points de victoire à la fin de la partie, ce qui est énorme. C'est combien juste donne-nous une... Alors, le score moyen, 42. Ah ouais, les high scores, 50, 55 et les top scores absolus, 70. D'accord. Voilà, je crois qu'il y a eu un 81 fois sur 350 parties. Et donc, ça veut dire qu'à 20 points, tu as foiré ta 20 points, tu as perdu. À moins de 20 points au bureau, tu payes le repas. Oui, d'accord. Voilà, on a des règles un peu sévères. Vous êtes sévère, vous. Hein. Alors, le suivant, Gwensoul. On en parlait tout à l'heure, des initiales de Gozu. Voilà. Donc lui, il va faire 3 points de victoire pour chaque jeton militaire que tu as à la fin de la partie. Donc s'il est repéré assez tôt et que le chaos lui donne des points de chaos, à chaque fois, c'est 3 points de victoire qu'il perd, techniquement. Et en plus, il va faire 1 point de victoire par carte militaire avec ce symbole-là qu'il aura devant lui. C'est le guerrier pur et dur. C'est le plus facile à jouer, mais c'est aussi l'immortel qui nous a servi à régler le jeu. C'est le plus simple à jouer, c'est le plus balèze quand on est débutant. Et donc, on a tout basé sur lui pour régler. C'est-à-dire qu'en fait, c'était votre maître étalon. C'est le maître étalon du réglage du jeu absolu. Voilà. Et le dernier, Xayah. Donc, pour lui, je vais devoir vous raconter le diamant. Il y a 5 diamants possibles dans le jeu. D'accord. On voit ici le classement diamant. C'est super dur à avoir. C'est super cher. C'est super contraignant. C'est galère. Un diamant, tant qu'il n'y en a qu'un seul en jeu, il vaut 8 points. Dès qu'il y a 2 ou 3 diamants dans le jeu, ils valent chacun 4 points. Dès qu'il y a 4 ou 5 diamants, ils valent chacun 2 points. Sauf pour Xayah. Tous ces diamants valent toujours 8 points. Donc s'il en a 3, il fera 24 points de diamant. Et en plus, il va faire également 8 points pour chaque combinaison d'un militaire, un science, un chaos qu'il va avoir.
En plus, c'est le collectionneur, voilà, c'est l'équilibre. Il veut des diamants, il veut de chaque. Le maître Tao. Et lui, très souvent, quand il réussit sa partie, c'est lui qui peut faire des très hauts scores. D'accord. Voilà, mais il faut le repérer très tôt. Tu vois quelqu'un qui s'approche au diamant. Oui, c'est ça. Par contre, il peut se parer. Hein. S'il n'a pas de chaos, si on l'empêche d'avoir du chaos, il va se terminer avec. Voilà. Mais il est très compliqué à jouer. Il y a vraiment des immortels plus simples qui sont Phoenix et Guansul qui sont un peu plus simples. Ganmi, pas trop compliqué non plus. Puis il y a vraiment Xayah. Ouais, mais en même temps, t'en reçois un, t'as pas le choix. Tu fais ce que tu veux avec. Alors, à 3 joueurs, tu reçois 2. Ah, et tu choisis celui que tu veux avant le scoring. Ça, c'est bien. Voilà. Ah, même oui, d'accord, pour la partie. Ouais. Ah, mais ce qui est très marrant, parce que des fois, à la fin de la partie, au moment de choisir, tu comptes tes 2 dans la tête et tu t'aperçois qu'il y a 1 ou 2 de différence. Ouais. Mais tu te dis, je vais prendre celui qui a le moins parce que s'il y a Tomorrow, je pense qu'il a deviné celui-ci. Ouais. Donc je vais prendre l'autre pour essayer de tromper Tomorrow. Voilà. Pour le faire planter. Et donc voilà, c'est fini. À partir de là, on a compté les points. On voit qu'elle est immortelle. En cas d'égalité, si justice est dedans, c'est elle qui gagne. Parce qu'elle bat les égalités. Elle bat les égalités, exactement. D'accord. Eh bien, on a fait la totale en fait. Oui, alors on n'a juste pas parlé de ça. Oui, c'est une petite pioche commerce où dedans il y a des. En fait, c'est une pioche commerce qu'on peut aller chercher dedans des cartes via des bâtiments ou via une action qui s'appelle le pillage, qui me permet de gagner soit du militaire, soit de la science, soit du chaos, soit des pièces. Et éventuellement, tout à la fin, tu vas voir, il y a faisable des diamants. Mais alors, le diamant, il n'est pas gratuit parce que tout le reste est gratuit. Le diamant, si tu le trouves au commerce, il faudra quand même payer 5 pièces. Et tu n'as pas toujours 5 pièces. Ouais. Donc, des fois, tu retournes ça, tu dis là, tu regardes, tu n'as que 4 pièces et c'est la PLS assurée. T'as pas le temps de faire une autre action Là, si je fais ça, je récupère ma 5e. Non, c'est fini. C'est fini, c'est trop tard. Exactement. Ok, et ben voilà, vous savez tout sur Immortal 8, le jeu d'Emmanuel Beltrando, illustré par David Sidbon. C'est chez Storywear French, c'est d'ores et déjà disponible. Ça se joue de 3 à 6 joueurs. Commencez peut-être à 3-4. Moi, je conseille 4 les premières parties, c'est bien. Ouais. 4. 3-4 parties, histoire de prendre et jauger le jeu correctement, et puis ensuite lancez-vous. Ça risque d'être un peu long à 5-6 les premières parties. Donc, par contre, une fois qu'on connaît, ça va. Autant limiter. Et puis, il y a de la grosse carte, de la grosse illustration. T'aimes bien, Mops? Oui. Tu disais Chrome tout à l'heure, même de façon globale? Non, pas globale, non, sur certaines cartes. Sur certaines cartes. Plus particulièrement. C'est toi qui as fait la direction artistique? C'est toi qui as dit à David, oui, on a travaillé ce genre-là. Oui, et donc, c'est dans l'univers d'Immortal 8 qu'il y aura 3 autres jeux. Chez Storywear French. Tout à fait, 2019, 2020, 2021. Voilà. D'où vient cet univers? Oui, c'est ce que je. C'est inventé? Ah oui, c'est complètement monté, mais c'est un univers que j'ai fait jouer en jeu de rôle il y a quelques années. C'est un revival pour toi. Voilà, exactement. D'accord, ok, Immortal 8. Vous savez tout, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire, il y a le papotage. Et puis pour la partie, ça sera dans la Trick Track télé. On est immortel, on s'en fout, on a le temps. Oui. On sera peut-être pas tout de suite. Mais... Non, mais on reviendra peut-être pour l'extension Ganymède, donc on fera peut-être en même temps ça. On en profitera. Ouais. Ça me va bien. Merci, Bobs. À bientôt. Merci, ciao.